La situation économique et financière d'un point de vue général n'est ni pire ni meilleure que dans le reste des pays européens ou occidentaux. Le choc a sans doute été plus brutal en Grande-Bretagne, et notamment vu par les politiques, dans la mesure où elle fait suite, cette crise, à une période de croissance depuis 20 ans, avec un produit intérieur brut qui a cru entre 2 et 4%, et on se retrouve aujourd'hui avec des prévisions de baisse de moins 4%. D'autre part, il est évident que la City et les services financiers étant une source de revenus extrêmement importante, la baisse du niveau d'activité impacte lourdement sur l'économie britannique, même si l'industrie manufacturière, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là, occupe encore une place extrêmement importante dans l'économie britannique. Ce qui aussi a créé la surprise pour les gens qui n'étaient pas attentifs au mouvement des flux financiers publics a été l'ampleur soudainement révélée du déficit budgétaire et de la dette générale. Le déficit budgétaire aujourd'hui atteint 14%, 15% du produit intérieur brut, et quant à la dette publique, elle frise aujourd'hui les 800 milliards de sterling, dont 1200 milliards d'euros à peu près équivalent, en arrondissant les chiffres, et par conséquent, il est bien évident que la marge de manœuvre du gouvernement pour relancer l'économie britannique est extrêmement limitée. Du point de vue politique, aujourd'hui, la Grande-Bretagne est sous le choc des révélations des scandales financiers. Donc la classe politique en général n'est pas bien vue par la population. De surcroît, depuis une quinzaine d'années avec le New Labour, on a beaucoup de mal à faire la différence entre les conservateurs et les travaillistes d'un point de vue de politique générale, puisque les uns et les autres s'étaient appliqués, du moins en parole, à dire que la réduction, ou plutôt que l'équilibre budgétaire était une règle d'or. Cette règle d'or n'a pas été suivie comme on peut le constater aujourd'hui, bien au contraire. Et par ailleurs, la population n'est pas satisfaite d'un certain nombre de services publics dont les prestations laissent pour le moins à désirer. Les possibilités de Gordon Brown pour se différencier des conservateurs résident uniquement dans l'augmentation des dépenses publiques, ce qui est totalement contradictoire avec ce que j'ai dit il y a 5 minutes, puisqu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc pour le moment, il se trouve bloqué, à moins d'augmenter les impôts, ce qui est évidemment et nécessairement totalement impopulaire. Quant aux conservateurs, ils ont toujours, eux, dit qu'il faut moins de dépenses publiques, ce qui permettra de diminuer les impôts, ou en tout cas de ne pas les augmenter. Et par conséquent, il faut qu'ils se différencient, surtout par la question en utilisant la géopolitique de la Grande-Bretagne comme un argument de différenciation avec les travaillistes. C'est-à-dire que là où Gordon Brown est sans doute, sans nul doute, un admirateur des États-Unis, mais a pris en compte l'équation européenne, au moins dans ses discours. Aujourd'hui, les conservateurs ne prennent pas de telles retenues, n'ont pas de telles retenues, et ils n'hésitent pas à dire nous remettrons en question la politique européenne de la Grande-Bretagne, et peut-être même irons-nous jusqu'à engager un processus de référendum, non seulement sur le traité de Lisbonne, mais un processus de référendum qui pourrait remettre en question l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Le budget de la défense britannique, dont les autorités ont toujours dit qu'il était en augmentation constante depuis les 3 ou 4 dernières années, en réalité, en termes réels, est en baisse. Les prévisions compte tenu du climat économique sont qu'il continuera à baisser. Certains organismes, certains think tanks britanniques ont même été jusqu'à dire qu'il pourrait baisser de 10 à 15% entre 2010 et 2016.
ce qui bien entendu a un impact sur les grands programmes. Alors les grands programmes en question, quels sont-ils? Les porte-avions. Tout le monde a entendu parler des porte-avions britanniques ou franco-britanniques à un moment donné. Bien, les porte-avions, semble-t-il pour le moment, sont un programme qui restera et qui ne sera pas annulé. Ce pour des raisons d'emploi. Car, de surcroît, si les élections ont lieu normalement en mai de l'année prochaine, il ne se passe généralement rien pendant les 4 mois qui suivent, ça nous laisse 15 mois, et d'ici 15 mois, les coques des navires en question seront déjà quasiment assemblés. Et les 2/3 du budget consacré à ces porte-avions seront dépensés. Donc, dans ces conditions, il est peu probable que qui que ce soit, conservateur ou travailliste, l'annule. Le renouvellement de la puissance de la force de frappe britannique, le renouvellement des sous-marins et des missiles, et l'achat des missiles aux États-Unis, c'est sans doute un programme qui sera reculé, si ce n'est annulé. Il y a aujourd'hui un grand débat, et un débat sérieux, sur la Grande-Bretagne doit-elle renouveler sa puissance nucléaire, et la réponse, tant pour des raisons financières que pour des raisons peut-être géopolitiques aujourd'hui, la réponse semble être non. Reste le 3e programme qui est bien entendu la 400M et qui concerne un peu la France quand même. Et ça, il est certain qu'aujourd'hui, d'un point de vue emploi, Gordon Brown fera tout pour que le programme soit maintenu et qu'en aucun cas ça ne puisse affecter les bassins d'emploi, pas plus, comme je l'ai dit pour les porte-avions, que ça puisse affecter les bassins d'emploi. Donc il est vraisemblable que, contrairement à ce que l'on a pu dire ou l'on a pu lire, dans l'état actuel des choses, la 400M du point de vue politique est un sujet qui reste un programme prioritaire. Si les conservateurs viennent au pouvoir, en revanche, là, je pense que la 400M est en danger réellement au profit du C-17 ou des C-130 américains.